Donc j'ai la chance de vous parler maintenant du TriClip. Dans les insuffisances tricuspides fonctionnelles, les choses sont encore moins bien définies que dans l'insuffisance mitrale secondaire. Pour faire rapide, 90% des insuffisances tricuspides, ça c'est très clair, sont des insuffisances tricuspides qui sont dites secondaires, et elles sont soit atriales, ce que l'on peut appeler aussi d'antérograde, c'est-à-dire qu'elles sont liées à une dilatation de l'oreillette droite, généralement dans ce contexte de FA ou de flotteur chronique, avec dilatation de l'anneau tricuspidien. Et puis l'autre type, c'est le plus fréquent, c'est l'insuffisance tricuspide secondaire à la dilatation ventriculaire droite, avec, encore une fois, un déséquilibre entre les forces de fermeture et les forces de maintien ouvert de la valve en systole. Les mécanismes qui vous sont rappelés là, selon la classification adaptée de Carpentier, rejoignent ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire deux types de mécanismes, dilatation annulaire ou restriction de mobilité systolique liée à la dilatation du ventricule droit et au déplacement des piliers. Il y a dans l'insuffisance tricuspide secondaire également des modifications en ce qui concerne la quantification qui ont été proposées récemment avec introduction de deux grades supplémentaires d'insuffisance tricuspide qui sont les insuffisances tricuspides massives ou torrentielles. Je ne vais pas vous détailler les valeurs, les valeurs seuils de ces insuffisances tricuspides massives ou torrentielles, mais on sait que lorsqu'on va prendre en charge ces patients, notamment par cathétérisme interventionnel, réduire la fuite tricuspide, même si elle reste modérée, a un bénéfice, au moins en termes de symptômes, qui est clair. Et c'est pour cela que ces grades supplémentaires ont été introduits. Et vous avez ici un exemple des différents grades d'insuffisance tricuspide, avec ici l'insuffisance tricuspide dite torrentielle, où vous avez des valves tricuspides qui sont complètement ouvertes en systole. Si on considère les différents types d'étiologie de l'insuffisance tricuspide ou les différentes pathologies associées, congénitales, organiques, et puis ici sont les insuffisances tricuspides fonctionnelles, vous voyez que dans tous les cas, on a un taux annuel de décès, d'insuffisance cardiaque ou de fibrillation atriale qui est important sur cette série qui vient du comté d'Olmsted à la Mayo Clinic, rapportée par Jan Topitsky. Donc l'insuffisance tricuspide est associée à un pronostic défavorable des patients. Si on regarde la survie des patients qui ont une insuffisance tricuspide secondaire modérée à sévère, qui est isolée comparée à une population appareillée, eh bien vous voyez qu'il y a une surmortalité lors du suivi, avec un suivi qui est long, là, qui a 10 ans. Vous voyez, bon, ce sont des études rétrospectives appareillées avec toutes les limites que cela comporte, mais néanmoins, on a l'impression que cette insuffisance tricuspide est clairement associée à un défaut de survie. Alors vous savez que les insuffisances tricuspides sévères isolées sont rarement opérées, puisque dans cette grande étude, seuls 5% des patients bénéficiaient d'une chirurgie sur plus de 3000 patients. Et lorsqu'ils ont regardé la survie des patients en fonction de la chirurgie valvulaire tricuspide ou de la prise en charge médicale, eh bien, la survie à 20 ans est absolument identique, il n'y a pas de différence. Et ce n'est pas forcément très étonnant, puisqu'il s'agit d'insuffisance tricuspide secondaire, dans laquelle vous avez une dysfonction du ventricule droit. Et encore une fois, peut-être que le pronostic est porté chez un grand nombre de patients par la dysfonction ventriculaire droite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que probablement, on opère trop tard les patients qui ont une insuffisance tricuspide isolée, et cela peut expliquer aussi ce résultat. Alors, que faire devant une insuffisance tricuspide sévère? Eh bien, finalement, c'est comme l'insuffisance mitrale secondaire sévère. Il faut optimiser le traitement médicamenteux qui est plus limité, et on a beaucoup moins de preuves en termes de thérapeutique. Les diurétiques de Lens, certainement, les diurétiques thiazidiques, donc ils vont agir sur les symptômes, la surcharge hydrosodée. Les antialdostérones sont réputés être plutôt positifs dans cette situation. Est-ce que les glyphosines auront une place? On ne sait pas, mais peut-être par leur effet diurétique notamment, et peut-être par d'autres effets pléiotropes. Il faut ne pas hésiter à diminuer, voire arrêter les traitements bêta-bloquants s'il n'y a pas d'autres indications absolues dans ce contexte, en particulier en cas de dysfonction ventriculaire droite importante. On n'a pas d'éléments qui nous démontrent l'intérêt des IEC, ARA2 ou Entresto. Bien entendu, s'ils sont indiqués pour une pathologie gauche, il faut essayer de les laisser. Il faut absolument s'attaquer au problème des troubles du rythme atriaux, fibrillation atriale, flotteur, par tous les moyens à nos dispositions, parce qu'on peut
réverser, voire guérir des fuites tricuspides secondaires importantes, notamment les fuites tricuspides dites atriales, et puis bien entendu prendre en charge les autres pathologies associées comme la coronaropathie par exemple. Alors que nous disent les recommandations européennes et américaines, je vais vous parler des européennes, dans l'insuffisance tricuspide sévère isolée secondaire, je n'ai plus la flèche, mais vous avez donc une recommandation de type 2A pour une chirurgie de réparation, remplacement valvulaire, voilà, j'ai la flèche, pardon. Si vous avez un patient qui est symptomatique et qui a une dysfonction ou ventriculaire droite débutante, mais l'intervention n'est pas recommandée si vous avez une dysfonction ventriculaire droite ou gauche sévère ou une hypertension artérielle pulmonaire sévère. Et vous voyez qu'il y a un parallèle, encore une fois, avec l'insuffisance mitrale secondaire. Et puis dans les recommandations européennes, sont apparus le traitement percutané, avec la possibilité de proposer ce traitement aux patients qui ont une insuffisance tricuspide secondaire, en particulier sévère, qui est bien sûr symptomatique, si le patient est à haut risque chirurgical ou contre-indiqué à la chirurgie, recommandation de niveau 2B. Alors vous avez de nombreuses techniques qui ont été développées pour essayer de traiter l'insuffisance tricuspide. Beaucoup de ces techniques sont en pleine évolution, en pleine évaluation. Et puis le MitraClip ou le TriClip, vous l'appelez comme vous voulez, représente dans les registres plus de 50% des patients qui ont été traités à ce jour. Ici, un petit travail qui s'était intéressé à une centaine de patients et qui avait regardé dans quelles circonstances on pouvait avoir un succès de la procédure. Et vous voyez que le succès va être d'autant plus fréquent, 92% ici, que vous avez un défect entre les feuillets valvulaires qui n'est pas trop important, ici 7 mm, et que le jet de régurgitation tricuspide est central ou antéroseptal. Et puis lorsque vous passez sur des défects un peu plus larges et éventuellement des jets qui sont non centraux et non antéroseptaux, eh bien vous avez un taux de succès qui va diminuer. Ici dans ce travail il était de 0%, c'est peut-être un petit peu excessif. Est-ce que le TriClip ou un clip tricuspidien a un bénéfice chez les patients? Si vous regardez ici 50 patients qui avaient une insuffisance tricuspide modérée à sévère avec une insuffisance cardiaque droite, la mise en place d'un clip percutané avait permis de réduire d'au moins un grade 1 la fuite dans 90% des cas. 79% des patients avaient une amélioration symptomatique. La distance de marche était améliorée de 44% au global et le taux de NT-proBNP était diminué de 33% au global dans cette série de 50 patients. Ici, une étude de Orban qui avait regardé donc, chez 119 patients qui avaient une insuffisance tricuspide isolée modérée à sévère le traitement par TriClip et avait comparé les patients qui avaient un succès procédural avec ceux qui n'avaient pas de succès procédural, c'est-à-dire un bon résultat de l'implantation du clip tricuspidien. Vous voyez que ceux qui ont un bon résultat de l'implantation du clip tricuspidien avec réduction de la fuite tricuspide ont un meilleur pronostic que ceux qui ont un échec ou un succès tout à fait relatif de l'implantation du clip. Le registre Trivalve, 268 patients inclus dans chaque groupe, donc 268 patients avec un clip, et puis les patients ont été appareillés avec des groupes contrôles qui provenaient de la Mayo Clinic ou de Leiden, et 86% de ces patients avaient un succès d'implantation du TriClip, donc dans le groupe avec clip, avec une fuite résiduelle qui était inférieure à un grade 3. Et lorsqu'on compare la population qui a eu le clip avec la population appareillée, eh bien, il y a une amélioration de l'insuffisance cardiaque, avec moins d'insuffisance cardiaque, et une amélioration également de la survie qui laisse à penser que ces patients bénéficient de l'implantation d'un clip tricuspidien. Si on regarde les sous-groupes, l'amélioration est quasiment obtenue dans tous les groupes, sauf chez les patients qui ont une dysfonction ventriculaire droite importante ou les patients qui ont un pacemaker défibrillateur. Et puis il y a le sous-groupe des femmes, je pense qu'il s'agit d'un manque de puissance statistique. On ne voit pas très bien pourquoi il y aurait une différence de ce type-là.
L'étude Triluminate, qui est une étude prospective avec un seul bras, donc qui visait à évaluer le succès, la faisabilité et le bénéfice de l'implantation d'un triclip. 86% de succès défini encore une fois par une réduction d'au moins 1 grade de l'insuffisance tricuspide et une amélioration fonctionnelle chez tous les patients. Dans cette étude, vous voyez que les patients étaient sélectionnés, c'était une unité qui était au moins modérée, des patients symptomatiques, un défaut de coaptation qui était modéré également, on dit habituellement de l'ordre de 10 mm après équilibration thérapeutique, une HTAP inférieure à 60 mm de mercure et pas de pacemaker défibrillateur. Et pour l'implantation du clip, de toute façon, tous les patients étaient évalués par un comité de sélection des patients. Le suivi à 1 an de des patients de cette étude, si on compare avant l'implantation et après l'implantation, il y a une amélioration des symptômes d'insuffisance cardiaque et des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et si on regarde le taux d'insuffisance tricuspide résiduelle après la procédure, eh bien, vous voyez que les patients qui ont une insuffisance tricuspide résiduelle moindre ont un meilleur pronostic que les patients qui ont une insuffisance tricuspide résiduelle qui reste sévère ou plus importante. Le suivi à 1 an montrait également une persistance de l'amélioration de la fuite tricuspide par rapport à la phase de préimplantatoire, et pas de différence par rapport à la période immédiatement post-intervention, et également une amélioration des symptômes fonctionnels qui persistaient au long cours. Alors voici l'état actuel des choses. Maintenant, qu'est-ce que l'on a devant nous? On a un certain nombre d'études randomisées qui sont en cours, qui vont comparer un clip versus le traitement médical optimal. Donc c'est l'étape suivante qui va permettre d'asseoir la thérapeutique. Vous avez Pivot Triluminate, classe 2 TR ou TR et TriFR, avec soit le triclip qui est l'équivalent pour la tricuspide du MitraClip, donc qui vient de chez Abbott, soit le Pascal qui vient de chez Edwards. Des nombres de patients qui sont assez importants, de 300 à 825, et bien sûr tous des patients qui ont une insuffisance tricuspide secondaire sévère. Cette étude, alors l'étude TriFR, pour en parler très brièvement, c'est une étude donc française qui a pour but de montrer la supériorité du triclip chez les patients symptomatiques avec une insuffisance tricuspide secondaire sévère par rapport au traitement médical optimal. Et vous voyez que vous avez un certain nombre de centres qui sont concernés en France, mais également en Belgique, avec un objectif d'inclure 300 patients qui vont être randomisés entre traitement médical et triclip. Pour terminer, un cas clinique d'un patient qui avait été, le premier patient qui avait été implanté à Nantes. Il s'agissait d'un homme de 79 ans qui avait un antécédent de tripontage coronarien, une insuffisance tricuspide sévère très symptomatique qui était probablement liée à une extension d'un infarctus inférieur vers le ventricule droit, patient à haut risque chirurgical. Il a eu une prise en charge séquentielle avec une déplétion hydrosodée, une ablation d'un flotteur qui contribuait à la dysfonction ventriculaire droite et à la fuite tricuspide. Et puis ensuite, on a pu obtenir, vous voyez, on était sur une fuite très sévère torrentielle, on a pu réduire le défect de coaptation, rapprocher les feuillets, et ce qui a permis l'implantation de clips percutanés et obtenir une réduction tout à fait significative de la fuite tricuspide. Ce patient va très bien, je le sais d'autant mieux qu'il s'agit du père d'un ami. En conclusion, le triclip, c'est une bonne alternative à la chirurgie en développement, mais qui est en développement dans l'insuffisance tricuspide sévère symptomatique isolée ou associée éventuellement à d'autres pathologies comme une insuffisance mitrale, une sténose aortique, mais dans ce cas-là, il faudra traiter, si l'indication correspond à cette situation, il faudra traiter en percutané ces pathologies avant de traiter l'insuffisance tricuspide sévère ou dans le même temps, pourquoi pas. La mise en place du clip est très clairement réalisable chez un certain nombre de patients qui ont une insuffisance tricuspide secondaire symptomatique à haut risque chirurgical. Cela entraîne quasi systématiquement une amélioration symptomatique, probablement, possiblement une amélioration de la survie, mais cela doit être vérifié par des études randomisées et peut-être qu'on identifiera un sous-groupe de patients qui va particulièrement en bénéficier et probablement comme l'IM secondaire, il ne faudra pas s'adresser à des patients qui ont une dysfonction ventriculaire droite trop sévère, mais ceci va être limité par le fait que si on ne peut pas attraper les valves, les deux feuillets tricuspidiens, on ne pourra pas mettre le clip. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur Louis Tourneau. Très belle présentation.